time. Top 4. Top 100, mais top 4. Yes, sir. Le top 4 du top 100. On s'installe. Pouf. Bon. Bah, tu sais qu'on y est, hein. Ça y est. 3 petites secondes. Non, on attaque direct, là. Non. 3 petites Allez, secondes de en 4. Alex, s'il te plaît. 3 petites secondes de silence, le temps que les gens comprennent. On fait bien une vidéo sur 4 et 3. Vous avez été nombreux à nous demander est-ce qu'on allait faire 4 puis 3, 2, 1. Donc je m'occupe de l'intro, ma foi. Les gens se demandaient. Putain. Je vais mettre mon 4. Voilà. Il y avait des gens qui se demandaient si on allait faire 4, 3, 2, 1. S'il y avait des gens qui se demandaient si on allait faire 4, 3 puis 2, 1 ou 4, 3, 2, 1 ou 4, 3, 2 puis 1. Puis 4, 3, 2 puis 1 tout seul. Ouais. Oh, ouais, ok. Il y a eu des gens qui se sont posés des questions, tu sais, il y en a eu plein. Mais après réflexion, débat et délibération, on s'est dit on allait faire 4-3, puis un joli 2-1. On va voir qui a déjà assez de place. On est vraiment tout au bout du Mordor. Ah là. On a fait la marche. On est sur le Mont Rushmore. Le Mont Rushmore, c'est 4 personnes. Hein. Ah bah ouais. Donc là, on rentre sur le Mont Rushmore. C'est ça. Qui sont les visages les plus à l'extérieur et qui sont les visages les plus au centre. Ouais. Ah, c'est ceux du centre, les deux. Non, c'est chacun sa vision. C'est vers la gauche, non? C'est le Mont Rochefort, c'est de droite à gauche, non? Le Mont Rochefort. Le blasphème. Le Ferrero Rochemort. Le Mont Rochefort, pour le plus grand plaisir de nos amis américains. C'est le top 100 all-time, vous le savez, le plus grand marathon de l'histoire de YouTube. Avec le plus grand livre de basketball de tous les temps. On en profite pour le rappeler si vous ne l'avez toujours pas pris dans la Descro. Il est disponible déjà en précommande. Il y aura notamment les légendes dont on a parlé et dont on va parler aujourd'hui. Il y a de quoi s'instruire et choper de l'info ou découvrir ou redécouvrir pour ceux qui connaissent déjà très bien. Il y a de quoi choper les infos pour se faire son top 100 dedans. C'est ça. Hein, on est d'accord ou pas? Ah bah ouais, on en a écrit 2-3 lignes. Qu'est-ce que tu fais, tu sors les jeux vidéo? Bah c'est le classique. Ah oui. Faut quand même faire de la place pour les pépères qui vont sortir aujourd'hui. Ah voilà. Pas de teaser, pas de spoiler. Non, j'ai rien dit. Attends, la pression est très très élevée et donc les gens, on espère, sont bien installés. On vous fait la bise car chaque lundi, c'est un épisode du Top 100 All Time qui tombe. Chaque semaine doit bien démarrer comme il faut. On va bientôt terminer cette série. Nom de Dieu, que se passera-t-il après sur la chaîne YouTube de Trash Talk? Je crois que l'humanité s'arrête à la fin de cette série. On va prendre des vacances jusqu'à février. Non. Bon, okay. Bon. Je peux déjà vous dire qu'il n'y aura pas de vacances. Il y aura une petite draft, il y aura des petites choses. Il y a une petite draft, ouais. Ça, il y aura peut-être des petits projets. Si vous êtes sage. Le concept ne change pas. On prend les plus grands joueurs de l'histoire, on en fait le palmarès, on regarde ce qui s'est passé dans leur parcours, l'impact, la salle de trophées. Bon, là, on est sur des gens qui ont des salles de trophées sérieuses, on va dire. Issoulou. On est sur des... C'est clair. On est sur des gens qui ont des palmarès, pareil, lourd. Donc voilà, évidemment, hein, bien sûr, c'est normal. En même temps, on est sur le Mont Rushmore, on est dans le top 4 du top 100. Voilà, ce sont les 4 joueurs. À voir dans quel ordre ils sont. Mais a priori, on a quand même les mêmes, à moins que tu aies fait quand même une grosse surprise. À voir dans quel ordre ils sont. L'ordre va être vachement important. Puisque là, on n'est plus dans le côté genre qui c'est qui les plus forts et tout. Ce sont les 4 qu'on considère nous comme les greatest. Mais maintenant, qui est devant qui? Au moment où on parle. Qui est derrière qui? Après, ça dépend comment tu te positionnes. Au moment où on parle. Tout à fait, parce qu'il y a ça aussi. Comme on l'avait dit lors du tout premier épisode, on avait fait 4 places de 100 à 97, on se disait, bah oui, nous étions en... Putain, on était en 2019. Incroyable. On payait je crois qu'on payait en francs déjà à l'époque. Je sais pas, mais on n'était pas obligé de mettre un masque pour sortir. Ça, c'est clair. Alors qu'aujourd'hui, c'est une galère. Ça y est, on est quasi au bout. Donc, le teasing, évidemment, pas besoin d'en faire plus. On a nos tablettes, on a tout ce qu'il faut. On va répondre aux questions. Après, on fera le reveal des joueurs en place 4 et 3. On aura l'occasion de débattre. Il y a un petit débat, en tout cas, moi, que j'ai prévu avec les joueurs que j'ai prévu de mettre, voir un peu ce que ça peut donner. Sachant pas, évidemment, ce que tu as mis. Participez, évidemment, vous aussi, à ce débat. Vous avez été vachement nombreux à nous envoyer, comme d'hab, des messages. Merci. Sur les places 6 et 5 de la semaine dernière, sur les places 7, 8, 9, 10 et tous les autres, parce qu'il y a vraiment eu beaucoup d'avis très différents. On avait calé notamment un certain oiseau et un garçon avec plein de bagues et un autre un peu blond qui shoot très bien, si je dis pas de bêtises. Tu dis pas de bêtises. Et certains ont mis ces joueurs un peu plus haut et d'autres plus bas, quoi. Effectivement. Mais les 4
il y a une espèce d'unanimité quand même. J'ai Non, il l'impression. n'y a pas d'unanimité. Mais, Ceux qui font la vaisselle en fait. Quoi? mais oui, en tout cas, il y a 4 noms maintenant à poser, qui sont, pour moi en tout cas, les 4 plus grands noms. Yes sir. Je peux déjà te dire que normalement on a les 4 mêmes. Donc toutes nos teams évidemment on vous fait Non, des bisous. Ça va mal finir. Ça. C'est clair, on craque les doigts, on se prépare, la team trône, la team kebab, la team tout ce que vous voulez, on s'installe peinard. On va répondre tout de suite à des questions. Non, avant ça, Non. T'as vu? Attention, malheureux. La meilleure séquence de la vidéo. Couteau, fourchette, serviette. Exactement. Qu'est-ce qu'on mange? J'avoue qu'aujourd'hui, j'ai envie de partir sur des aiguillettes de poulet. Aiguillettes de poulet. Encore? Sauce crème fraîche moutarde avec des petits champignons. Un pro total. Tu peux... Oh, je viens d'y penser à l'instant. Espèce de mytho, va. Je viens d'improviser. Non, c'est vrai en plus, j'avais Oui, pas c'est d'idée. vrai. Au début, je voulais faire un magret de canard, mais Oh, en bien fait... sûr. Puis je sais plus ce que j'avais dans le frigo, alors j'ai pris des aiguillettes de poulet, moutarde et crème fraîche. Crème fraîche moutarde, dans un frigo, tu peux souvent trouver quand même. Oui, quand même. Des petits champignons, tac, tu te fais ta petite sauce dans la poêle, et après tu peux faire du riz à côté ou pas. Ça marche bien aussi, avec un petit riz, quoi. Mais ouais, aiguillettes de poulet, sauce crème fraîche moutarde avec des petits champignons, c'est très très bon. Magnifique. Un peu moins de temps pour cuisiner aujourd'hui, donc ma team kebab complet, sauce algérienne. Sauce algérienne? Ouais. D'accord. Andalouse quand c'est disponible, sinon ce sera sauce algérienne. Samouraï, non? Ça dépend. C'est léger la samouraï, moi j'aime bien. Ma sauce algérienne. C'est très léger, c'est ça. C'est ça. Et vu que cette semaine ça se fait charger, perso, et moi je veux bien voir les gens qui sont capables de grec. Waouh, Si, ça passe. vache. Ça passe les deux de suite quand t'es dans ton canapé et que tu regardes justement le Seigneur des Anneaux, tu peux tout faire. Ah oui, c'est dans des anneaux, oui. N'hésitez pas comme d'hab à nous partager vos plus belles recettes et après cette belle intro, donc justement on va pouvoir se pencher sur vos questions. Vous en avez déjà posé plein, ça fait bizarre. Il existe un moment où on va plus répondre à ces questions sur le top 100. God damn. Quoique il y a encore des gens qui nous croisent dans la rue qui nous disent alors, j'adore ce que vous faites, hein, mais là-dessus gros blasphème. Je peux te poser une question, pourquoi t'as mis lui en lui? Incroyable. J'ai croisé des gens encore, alors là masque ou pas masque, hein. C'est de la folie. Tu es prêt? Vas-y, je t'en prie. Première Qu'est-ce question qu'on a de Polyakov One, qui est la question évidemment qui a eu le plus de likes et qui est la question que nous devions poser. Est-ce que la bague de LeBron récupérée avec les Lakers va-t-elle lui permettre d'espérer de rentrer dans le top 100? Très très bon. Très bon. Bah écoute, réponse peut-être aujourd'hui. Peut-être. Ou peut-être lundi prochain. Mais la réponse va pas tarder à tomber. Tout à fait. Par contre, l'autre question, c'est évidemment celle que d'autres ont posée, c'est est-ce que, vu qu'on avait dit tout au long du top 100 qu'on l'avait un peu arrêté, est-ce que les événements récents ont pu aussi impacter notre classement? Je n'ai pas touché à mon top 4 depuis le mois d'octobre 2019. Croyez-moi ou pas, je n'y ai pas touché. Parfait. Du coup, maintenant, Moi aussi. à vous de voir. On fait Vous ce en que faites vous si voulez. Exactement. Magnifique. Question suivante, justement qui concerne les autres copains, je crois que c'est Pif Paf Pouf. Monsieur, je vais retrouver le nom. Bon bref, il y avait une question qui a été posée sur qu'est-ce qu'on peut en penser du coup pour les Rajon Rondo, Dwight Howard, Anthony Davis, qui ça y est sont titrés. On avait Anthony Davis dans ton top 100. Je sais plus si c'est dans le mien, je sais plus. Mais en tout cas, il y a Dwight Howard qui était dedans. Rajon Rondo, on avait dit que ça se rapprochait de la porte. Est-ce que ça les impacte? Avec les playoffs qu'il fait, est-ce Oh, que ça putain. peut le faire monter? Oui, de quelques places. Rajon Rondo, je sais pas si je le rentre dans mon top 100 pour autant. Non. Dwight prend des Howard, places. il y est déjà. La bague qu'il vient d'obtenir peut effectivement être un argument pour le faire monter de quelques places. Faudrait reprendre les tableaux exactement et voir qui y a devant lui. Est-ce que devant lui il y a des mecs Je crois qu'il était au coude à coude avec du Chris Webber et du Chris Bosh, des trucs comme ça. Tu Ou vois, pas. une bague peut lui faire du bien. Hein. Ah oui, non, pour moi, c'est sûr, Dwight gagne des places. Mais parce que c'est une bague en complément, pas en En joueur fin non de plus, carrière, en voilà. role player, ça va pas non plus le faire un bond dans le top 50, quoi. C'est ça va pas non plus lui faire gagner 50 places, donc tu peux gagner une dizaine de places, je pense qu'on est d'accord. Mmh. Rondo se rapproche du top 100. Certainement, ouais. Bon, après, Mais c'est pareil. après il se rapproche du top 120. Plus, Ouais, quand même. je suis d'accord. Nous sommes d'accord. Question de Louis Mehdi Janière. Très très bonne question. Bon boulot comme toujours. Que diriez-vous d'actualiser votre classement à chaque saison? Non pas en le faisant à chaque fois avec un top 100, mais en faisant par exemple une ou deux ou trois, plusieurs émissions, on dit tiens, avec ce qui vient de se passer là, bah, Eddie, Pourquoi ça prend pas une place. Jimmy Là, on Butler. va finir bientôt. Jimmy Butler. On pourrait se dire rendez-vous dans un an et on fait de l'actualisation.
On fait genre, ok, lui je le bouge, lui je l'avance, lui je le recule, lui je le fais rentrer. On ferait le classement des entrées et des sorties, tu sais, en queue de top 100. Les mecs qui font un gros bond et tout, ça peut être marrant. Hein. C'est acté. On en reparlera, mais pour moi, je vais le retenir très très fort. On refera des petits... Ouais, on refera... Bon, de toute façon, on y avait déjà pensé, mais évidemment, on répond aussi à vos questions. Et donc là-dessus, on fera aussi des actualisations. Ça va être chouette. Ça va être sympa. Ah ouais. Surtout dans le haut du classement. Maxime Lambert qui nous pose une question. Est-ce que si Duncan avait été un joueur plus flashy, spectaculaire et donc plus médiatique, il aurait été plus haut dans votre classement? On en avait parlé un petit peu. Tim Duncan, tu l'avais mis 7. Je l'ai mis 6. Je pense pas, moi. Oh, si, quand même. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que je le fasse passer devant des Bill Russell ou des Larry Bird. Non, vraiment, non. Il aurait pu passer peut-être devant Larry Bird, mais... compliqué. Je pense pas, moi, perso, mais après... En tout cas, peut-être que dans nos classements, non, mais dans les classements des gens, oui. Parce qu'il y a des gens qui ont mis Duncan genre en fin de top 10. Ah, si ça avait été un joueur un peu plus sexy, je suis pas étonné qu'il se rapproche un peu plus de nos places 7-6, tu vois. Peut-être. Je suis pas étonné. Question du professeur Kuma qui nous demande, est-ce qu'on connaît le manga Slam Dunk? Alors, oui, quand même. Tout à Après, fait. de là à être un fervent lecteur, non, ça j'avoue, c'est un peu un truc qui pêche. Je vais m'y mettre. Ah, j'en ai lu une fois. Je suis pas très manga. Donc, faut s'y mettre. Très bien. Mais on a des petites figurines, on n'a pas des... C'est pas... Si, bien sûr. Si. Tout à fait. Mais après, il faut les lire. Faut pas que je dise genre un mec qui gueule. Et, puis voilà. Et enfin, la dernière question, elle vient de Deathstroke 2420. Question, pouvez-vous nous rappeler ce que veut dire le mot blasphème? Je trouve qu'il est utilisé un peu à tort et à travers. Ça, c'est vrai. Alors, on a tendance à rigoler. Par exemple, mettre Shaq derrière Kobe, c'est un blasphème. C'est comme ça que c'est utilisé à tort et à travers. Tout à fait. Un blasphème, c'est vraiment quand tu dénigres. Donc là, pour le coup, nous, c'est des classements de joueurs. Après, dans la vie de tous les jours, ça peut être utilisé dans d'autres circonstances. Blasphémer, c'est notamment un terme pour les religions, par exemple. Quand tu blasphèmes Jésus-Christ ou le prophète Mohammed. Tout tu as fait pipi sur le mur du Vatican? Voilà, blasphème. Là, en l'occurrence, c'est par exemple quand tu mets, je sais pas, Manu Ginobili dans ton top 50, par exemple. Tu vois, ça c'est en abusé. Alex avait bien démarré son explication. Non mais j'en ai un autre, avec une bonne référence, certains l'auront pour ceux qui traînent sur l'oiseau bleu. Michael Jordan, tu lui enlèves les chaussures et c'est personne. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Oui. Non mais voilà, les blasphèmes, ce sont juste c'est vraiment des points de vue qui peuvent s'entendre sur certaines planètes, mais vraiment des planètes bien excentrées, quoi. Mais après, il y a le blasphème, des gens que c'est vrai qu'à tort et à travers, c'est dans le sens où, oui, quand il y a des gens qui disent, oui, Hakeem Olajuwon qui est pas dans le top 10, c'est un blasphème. Non. C'est une discussion, c'est un débat, si tu veux, mais il n'y a pas vraiment de blasphème, quoi. C'est genre, chaque met Olajuwon dans sa poche arrière. Non, ça, c'est un blasphème de dire ça. Exactement. Voilà. Parce qu'il met dans la poche de côté. Mais là, sur la poche de côté du short. Voilà, c'est ce genre de choses. Ou certains gros écarts, des très 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 gros écarts de classement. Là, quand ça commence à devenir genre... j'adore Scottie Pippen, mais il n'aurait jamais eu cette carrière s'il n'y avait pas eu Michael Jordan à ses côtés. Ça, c'est un blasphème. Il n'aurait pas été top 100 s'il n'y avait pas de Jordan à ses côtés. C'est peut-être un blasphème. C'est quand même... Calma. Voilà, blasphème. Voilà. Exactement. Est-ce qu'il va y avoir des blasphèmes là dans ce top 4 ? À chacun d'en juger. Et oui, et tout à fait. Et d'ailleurs, il peut y en avoir. Et maintenant que ça me vient à l'esprit, excuse-moi, je viens d'avoir une fulgurance. Et nous avons été capables de représenter des blasphèmes pour certains. On a pu en sortir. Là, tu viens de sortir Ginobili. On a eu des désaccords sur Isaiah Thomas, David Robinson. Donc, on était là, nom de Dieu, comment ça ? On a eu des gros écarts sur certains. Tony Parker aussi. Pas mal de gens. Ouais, nous ont dit nom de Dieu. Tony Parker, Chris Paul. Ouais. Harden, Westbrook. On s'est fait rentrer dedans aussi. Et c'est bien, il faut. Il faut. On va pas perdre de temps. Comment ça se passe ? Léonce, voici le classement d'Alex avec les places 100 à 5. Le big tableau. Exactement, la semaine dernière, il nous a sorti Monsieur Bill Russell et Larry Bird. On était sur de la carbonate flamande. J'ai fait un petit full Celtics. Exactement, on était à la bière. Et voici donc mon tableau avec les places 100 à 5. Monsieur Tim Duncan est sorti, à mon plus grand regret, avec Monsieur Larry Bird. Larry Bird qui fait partie des 5 meilleurs joueurs de tous les temps. Merci. Selon Bastien. Bah toi aussi t'as mis Larry Bird top 5. Mais là, c'est toi qui dis. Ah oui, bien sûr. Voici une tablette. Ça peut être pris comme un blasphème. Voici un stylo. Merci, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on met ? On met le numéro 4 ? Mesdames et messieurs, nous allons mettre le 4e meilleur joueur de tous les temps selon Trash Talk.
Allez. En tout cas, dans notre top 100, ça fait un peu bizarre. J'essaie de pas me tromper. Bon, déjà, vu qu'on écrit long, ça peut être long. Magic Johnson, Magic Johnson. tous les deux en 4. Ok. Donc on avait Larry Bird tous les deux en 5. On a Magic Johnson tous les deux en 4. Et donc, ça veut dire que les 3 plus grands joueurs de tous les temps sont bien LeBron James, Michael Jordan et Kareem Abdul-Jabbar. Ce n'est pas forcément un ordre. Non, je précise parce que sinon... Il y en a qui vont faire retour en arrière pour dire « Il a dit dans quel ordre ?» Et donc, les 3 meilleurs joueurs de tous les temps sont Kareem, LeBron et Jordan, Jordan, LeBron et Kareem, et LeBron, Jordan et Kareem. Voilà, par exemple. Juste, pour certains, c'est un blasphème, là, ce qu'on vient de faire. Pour certains, mettre Magic Johnson devant Larry Bird, c'est un blasphème. Ah, Non, mais tu vois, juste... Blasphème Blasphème, je sais pas si c'est le bon mot. Ils sont en désaccord. Mais voilà, c'est un vrai gros désaccord, on va dire. Très bien, fine. On en a parlé la semaine dernière intrinsèquement, je le dis et le redis, c'était dans la vidéo. C'est cool parce qu'on va pouvoir parler de Magic en long et en large. J'avais dit que je prenais intrinsèquement Larry Bird devant Magic Johnson. Je reviens pas dessus, je prends le meilleur des deux joueurs, je pense que c'est Larry Bird. Mais... Sérieux ? Ouais, vraiment. Pas moi, hein. Ok, très bien. Mais moi, je pense que le prime de Larry Bird peut éventuellement être considéré comme supérieur à celui de Magic par rapport au prime de Magic. Mhm. Encore que moi je trouve qu'on a un peu trop tendance à dire bah oui, Larry Bird, le prime et tout. C'est extraordinaire le prime de Larry Bird. On va pouvoir parler de Magic Johnson. Le prime de Magic Johnson, c'est quand même un petit peu sale quand même, ou c'est moi ? Non mais tout à fait, c'est un petit peu sale. Mais tu sais, on avait débattu notamment de tout ce qui se passait avec s'il y avait une franchise à construire. Je disais Magic, je disais en argument en face, s'il y avait un Game 7 demain matin, je prenais plutôt Larry Bird, et on était en ping-pong comme ça. Donc, pour rebondir sur ce que tu dis au côté de blasphème. Larry Bird, de toute façon, je l'ai mis 5ème. Vous pensez bien que j'ai hésité de ouf. Clairement, une vraie hésitation, mais qui a quand même... C'était une vraie hésitation, mais qui a quand même assez vite trouvé son chemin. Pareil, même franchement. Tout à fait, même si en intrinsèque je mets Bird, je prendrais plutôt l'un par rapport à l'autre. Tu m'avais posé la question, je mets Magic quand même devant, parce que là... par où on commence ? On a qu'à le faire plus grand meneur de tous les temps ? Le meilleur joueur à son grand, poste pas que de par l'histoire. la taille, hein. Voilà, c'est ça. On est d'accord ? Et franchement, j'adore Steph. Va falloir je vois même bosser. Pas comment il va faire. Va falloir bosser, mon gars, frère. Steph, si tu regardes cette vidéo, enchaîne les bagues, hein, Ouais. parce que... Ou Lucas, mets-toi vite au boulot, les frère. gars, parce que là, il y a... C'est chaud. Ouah, ça va être chaud. Comment tu fais ? Alors que si j'en suis bien, pour continuer mon petit comparo de Post. Larry Bird et de Magic Johnson, Ouais. qui sont donc pour moi deux joueurs mythiques. On en a parlé de Larry Bird la dernière fois. Là, on va en reparler de Larry Bird parce que tu peux difficilement parler de Larry Bird sans parler de Magic, et parler de Magic sans parler de Larry Bird, c'est très compliqué. On est quand même sur la plus grande rivalité de tous les temps. On est dessus. Oui. Et on va parler de ce qu'on a déjà commencé à discuter avec Larry Bird sur le côté renaissance de la NBA dans les années 80 et tout. On va revenir là-dessus et tout. Mais Larry Bird, là, c'est pas le numéro 1 des ailiers dans notre classement. Non, bien sûr. Ouais. Ah, mais tout à fait. Et Magic... Pour moi, ce n'est pas le meilleur joueur à son poste tout dans à fait. l'histoire. Tout à fait. Alors que Magic l'est. Magic l'est, et qui a de la marge, c'est le meilleur meneur de tous les temps. C'est le sacro-saint meneur respecté par tous. Je veux dire, même si on demande à Steph aujourd'hui, même si on demande à Isaiah, à Stockton, à qui vous voulez, il y a une telle distance entre Magic Johnson et le reste que c'est effarant. Enfin vraiment, il y a des gens qui pourraient aller chercher, mais waouh, je sais même pas par où commencer, parce que quand on regarde juste le palmarès et ce qu'il a pu faire quand on prend juste le basket. Donc tu as combien de titres, Alex ? T'as 5 titres. Tu as une carrière de 12 saisons. 13, mais la dernière... Non, 13 vraies saisons. Non, ouais. Allez, 13 vraies saisons, et il y en a une 14e quand il fait un comeback et tout. Voilà, on pourra en parler, mais voilà, il y a un bloc de 13 vraies saisons, dans lesquelles il y a 9 finales concentrées sur 12 années. Quand même, 9 finales. Sur ces 9 finales, tu gagnes 5 titres. Et tu es 3 fois MVP des finales. 3 fois MVP des finales. Dans ce span, tu seras également... span de temps, hein, tu seras également 3 fois MVP de la saison régulière. C'est ça. Dont une fois en back-to-back, 89, 80, attends, 88, ouais, c'est ça, 89, 90. 90. Back-to-back MVP, sachant qu'il a été MVP aussi en 87. Donc je vous cache pas que la fin des années 80,
On peut me dire tout ce qu'on veut, c'est la ligue de Magic Johnson. C'est ça, c'est que quand tu prends vraiment une décennie et que tu dis, voyons voir comment est-ce qu'on peut la dessiner, tu démarres en 79, tu es déjà en finale NCAA contre Larry Bird, donc tu gagnes. Tout à fait, et on l'a dit pour chaque joueur, on allait parler pas forcément de ce qui se passait en NBA, on regarde autour, et même avant et après. Donc Magic Johnson, il est avec Michigan State, il remporte le titre NCAA. Il révolutionne déjà le jeu, on parlait d'aspect de révolution, avec Steph, avec Hakim, avec Shaq, avec d'autres, avec Wilt. Et Magic, 2m06, il est meneur. C'est un freak qui va être meneur et qui va dire je peux être meneur, pivot, ailier, tout ce que vous voulez, mais ce qui est sûr c'est que si vous me donnez le ballon, ça va bien se passer. Tout va très bien se passer. J'arrive en NBA. L'impact, il est immédiat, non seulement sur la saison rookie, alors certes c'est Larry Bird qui est rookie de l'année, et les votes sont quand même assez clairs. Larry Bird, il est rookie de l'année. Larry Bird, il est très clair. Il n'est pas drafté la même année, attention, faut faire gaffe, il est drafté en 78, si je dis pas de bêtises, Larry Bird, il est 6ème, ouais c'est ça. Red Auerbach, il était pas sûr, tout ça, qu'il fallait autant miser sur un ailier. Bon, ça va, il s'est vite rattrapé. Bien lui on a pris. Red Auerbach, il l'a pris. C'est ça. Magic, lui, est premier de draft. Et n'est pas rookie de l'année puisque Larry Bird n'est pas venu tout de suite en NBA, donc c'est Larry Bird le rookie de l'année. Mais quelques semaines après, il est MVP des finales. Pardon ? Rookie ? Voilà. Alors, il est rookie MVP des finales. C'est exceptionnel. C'est extrêmement rare dans l'histoire de la ligue. Voilà, là, ça veut dire que Tyler Hero a été MVP des finales. Je crois pas qu'il y en ait d'autres. Après, je peux me tromper, mais... Non, bah ça doit être le tout premier titre de l'histoire de la NBA, quoi. Parce que tout le monde était limite rookie. Jabbar, il est sophomore. Duncan, il est sophomore. Des mecs qui ont été MVP des finales jeunes, il y en a. Mais des mecs qui ont été rookie MVP des finales... Voilà. Non, parce qu'en plus, avant, il y a Bill et Wilt, et on est en 60. Certains vont effectivement, j'ai vu l'argument, et je le reçois tout à fait, dire « Ouais, mais attends, le vrai MVP des finales, cette année-là, en 80, c'est Jabbar. » Oui. Ça se discute. Non, c'est le MVP des finales. T'as quand même un rookie qui fait péter 42-15-7 sur un Game 6 pour finir une série. Bah c'est le MVP du dernier match de la série, mais le MVP de la série, c'est Karim Abdul-Jabbar. Peut-être, ouais, mais on peut pas dire que... Moi, je trouve pas que ça soit un scandale de ouf, quoi. Non, tu vois, genre... C'est juste qu'il est en plus de 30 points et 12 rebonds. C'est une performance exceptionnelle de la part d'un rookie en finale NBA. Tu es face aux Sixers, tu savais que tu pouvais pas jouer avec Karim Abdul-Jabbar, et tu vas planter donc 42 points, 15 rebonds, 7 passes. Tu dis à ton coach, il n'y a pas de pivot, je peux jouer pivot. Tout le monde se marre, mais tu montres tout de suite qu'en fait, tu vas être la star de cette décennie, et il est impossible de regarder toutes les années 80 sans avoir un moment ou un autre Magic qui te rentre dans la gueule. Soit il te bat, soit il te fait kiffer, soit il te fait danser, soit il permet l'explosion de la popularité de la NBA. Cette Magic, c'est une combinaison entre création, fun, sourire et efficacité inouïe. Être aussi créatif, donner autant la sensation, vas-y, tout ça, machin, mais en même temps d'être aussi efficace, n'existe pas, ça. Ouais. Ça n'existe pas. On n'a pas fait un classement des joueurs les plus fun et spectaculaires de l'histoire. Non. On avait dit qu'on devait le faire. On avait dit qu'on devait le faire, ça. On avait dit qu'on voulait faire les plus beaux à voir jouer. Ouais, et les plus et après, les plus fun, spectaculaires. Ouais. Est-ce que c'est plus ou moins le même ou pas ? Faudra voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Magic va être dans les deux. Il va être dans les deux, et dans les deux sens du terme. Voilà. Il va être dans les deux, et dans les deux. Voilà. Parce que, en termes de joueurs qui a fait... Combien y a-t-il de joueurs qui sont capables de s'asseoir à la table de Magic et dire « J'ai plus donné envie à des gens de s'intéresser au basket et de faire du basketball ». Pour moi, il n'y a personne. En termes de vision, de jeu, pour moi, il n'y a personne. Ah oui, non, mais en termes de je te donne du kiff. Mais j'ai dit pour moi, hein, ma phrase, elle a commencé par pour moi. Moi, c'était en termes de je te donne du kiff. Genre, vraiment, je veux te donner envie de faire du basket. Magic, tu peux le mettre en 1, en fait. Il y a qui ? Sinon, c'est quoi tes autres exemples ? Duncan ? Ginobili ? Non, absolument pas. Absolument non, pas. Mais Steph Curry. Ouais, ou deux des mecs Jordan. Qui sont au-dessus, là. Ouais. Jordan. Bah ouais, Jordan, allô ? Ah, pardon. Ouais, quand même. Voilà, Steph Curry, Jordan. Magic. LeBron. Bien sûr. Je pense qu'il peut rentrer dans cette catégorie. Oui, Iverson. Enfin, après, il y a plein de gars comme ça aussi. Kobe aussi, je pense. Oui, tout à fait, bien sûr. Kobe, je pense que... Oui. Bon, bref. Non, mais... Et puis, il y a un autre aspect, là, que je vous... Parce que, bon... Alors, contrairement à ce que certaines mauvaises langues disent, je n'ai pas pu suivre la carrière de Magic en direct toute ma vie. J'étais trop jeune. D'autres. Parce que je les vois venir. D'autres. Je vous emmerde. Par contre, j'en ai vu beaucoup. J'ai vu beaucoup de matchs de Magic a posteriori. Puisqu'il y a
pour celles et ceux qui veulent, il y a de quoi faire, que ce soit sur YouTube, que ce soit en téléchargement, ce que vous voulez et tout. Il y a du match de Magic, des highlights, des résumés, des trucs, tu peux vraiment t'en bouffer. Il y a un truc dont on parle assez peu finalement chez Magic Johnson. On va venir après sur le palmarès, les stats, les machins, encore plus en détail, mais ce côté, donc moi j'ai dit là, la combinaison de création, tu vois, de fun, et avec de l'efficacité. Et cette efficacité, quand tu bouffes du match de Magic, notamment moi qui ai adoré les Bad Boys, du coup, bah forcément, j'ai bouffé du Magic Johnson aussi. Hein, il m'a pas toujours, il m'a toujours ébloui, mais il m'a pas toujours fait kiffer. Hein, pour profiter des erreurs et des faiblesses de l'adversaire. Mais Magic Johnson, mais c'est un grand malade. C'est l'autoroute. Il appuie toujours là où ça fait mal. Et pas forcément par le scoring, par son leadership, par la bonne passe, par le rythme, par guider les copains, par emmener l'équipe adverse exactement là où il veut qu'elle soit. Magic fait partie de ces mecs qui contrôlent un match. Bien sûr. Il arrive et quoi qu'il se passe, il contrôle le match. Et comme c'est un ball handler, il le contrôle vraiment de A à Z en fait. Et je trouve que ouais, pour profiter des erreurs, exploiter les faiblesses, les difficultés d'un adversaire, franchement Magic Johnson, il est hallucinant. On a parlé depuis des années sur cette chaîne de top 10 all-time. On a fait top 10 des meneurs all-time, il est tout en haut. On a fait le top 10 des big 3 all-time, il était quasi tout en haut ou tout en haut. On a parlé des jeux les plus spectaculaires collectifs. C'est Monsieur Showtime. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a comme attaque plus incroyablement spectaculaire et fun à regarder jouer que les Lakers de Showtime? L'engin, le moteur, c'est Magic. Il est pas seul. C'est sûr que c'est Magic. Ah, mais il y a des il faut Byron Scott, il faut James il a joué avec des top 100, hein. Mais bien des top sûr. 50 même. Et c'est d'ailleurs un des arguments que beaucoup de gens utilisent pour faire reculer Magic, que je peux entendre, c'est que aucun des garçons qui sont dans le top 5 all-time n'ont été capables de jouer avec un autre joueur du top 10, quoi. Enfin, il y a du Shaq et Kobe qu'on a vu ensemble, mais sinon... Il y a Shaq et Kobe. Tout à fait, mais sinon, Magic a joué toute sa carrière, il est arrivé avec le meilleur scoreur de tous les temps, dont on aura l'occasion de reparler mais peut-être. Qui lui aussi est bien content d'avoir eu Magic. Qui est bien content d'avoir eu Magic aussi, tout à fait, mais ça, parfois ça remet en cause le côté intrinsèque de Magic, où on a vu Karim être déjà capable aussi de faire des trucs solo. En fait, dans notre top 100 et notre classement, là pour le coup, Magic, c'est peut-être un truc qui le dessert un peu et qui l'empêche de monter sur le podium, voire plus en fait. Il y a des gens qui le mettent top 3, hein, Magic, il y a pas de problème. Moi, c'est pour ça que je peux pas... Ça peut pas être mon 1 ou mon 2, tu vois. Non. À cause aussi de ça. Bien sûr, et aussi parce que, donc on passe dans ce creux, dans ce petit virage un peu de Magic, parce qu'on va y revenir après sur le positif, c'est aussi Tragic Johnson. C'est aussi les finales de 84. C'est aussi des moments où ça a été compliqué. C'est aussi pas non plus un technicien à la passe et au handle hors pair, mais ça n'a pas non plus été... On est en train d'arriver dans des considérations où les meilleurs joueurs de tous les temps, je veux dire, c'est le total package. C'est défensif comme offensif. C'est au shoot comme à la passe. Comme en défense, comme sur plusieurs postes. Je veux dire, Magic n'a pas non plus été un shooter extraordinaire toute sa carrière. Non, enfin disons qu'il était propre parce qu'il drivait beaucoup, mais c'était pas un shooter à 3 points par exemple. C'est ça. Et c'était un défenseur correct, mais c'est pas non plus le lockdown du siècle. C'est un bon intercepteur, il a été meilleur intercepteur de la ligue à plusieurs reprises. C'est ça. Quand il jouait plutôt arrière, au tout début de sa carrière, il a commencé arrière, Magic, aux Lakers. Mais jamais au NBA Défense, par exemple. Norm Nixon. Ouais, Norm Nixon. Voilà. Jamais All Defense. Hein, non, jamais All Defense. Par contre, il a été sur 13 saisons, il a été 10 fois All NBA. Par contre, il était un petit peu tout le temps là. 13 saisons, 12 fois All-Star, 10 fois All NBA. 4 fois meilleur passeur, j'ai tout là. 2 fois meilleur intercepteur. Donc j'ai dit 3 fois MVP, 3 fois MVP des finales, et donc 5 titres. Plus le titre NCAA, où il a été MOP en 79 de NCAA. Il a bien évidemment son maillot retiré là-haut il a la chez statue. les Lakers. Et, voilà. C'est la principale qu'il y a devant le Staples Center. On se demande pourquoi. Tout à fait. Et d'ailleurs, même il y a des... Enfin, je crois que c'est quand on avait fait un plan à 3, on avait fait chaque Magic Kobe, je crois. Je crois qu'on a fait chaque Magic et Kobe. On avait mis Magic, non ? Et je crois qu'on avait dit que, avec tout le respect qu'on avait pour Kobe, etc., que la figure numéro 1 qu'on avait des Lakers, c'était Magic. Wow. Et le débat existe, mais putain, Magic, c'est genre... C'est chaud. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Il est le moteur d'une renaissance. Alors, bien évidemment, c'est sa rivalité avec Bird, mais Magic est, pour moi, tellement plus iconique. Magic, il a vraiment pris la NBA, il a fait, attends, qu'est-ce que c'est que ce moteur de merde là, on dirait une Clio, il en a fait... La Dream Team 92. Il en a fait une Rolls-Royce, ouais, bien sûr.
La Dream Team 92. Juste, on est d'accord là-dessus, sur ce que je disais sur le côté la NBA qui jusque-là est vraiment une petite voiture qui tousse, et Magic arrive et en met un moteur de malade, et c'est un dragster, exactement. Exactement, mais bien sûr. On est d'accord. Grave. Et après, il y a la Dream Team 92. La Dream Team 92. Donc, le mec prend sa retraite. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, séropositif. Ah bah ça aussi, hein. À l'époque, en 91, du coup, il fait une déclaration au public et il explique que du coup, il va prendre sa retraite de la NBA. C'est un choc absolu pour la ligue, pour les fans. Il y a des gens qui font des déclarations absolument exécrables là-dessus. Il y en a d'autres qui viennent bien évidemment au soutien de Magic Johnson, comme Larry Bird notamment. Même moi, je m'en souviens, j'avais 1 an. Voilà, bien sûr, t'en souviens bien. Mais c'était un choc. Vraiment un vrai choc, quoi. Je me rappelle, c'est passé aux infos et tout. Ouais. Waouh, c'était un vrai choc. Ensuite, quelques mois plus tard, alors qu'il joue plus, le mec se fait voter titulaire au All-Star Game. Dont il va être le MVP. Il arrive à Orlando, il nous claque un show hallucinant, il est MVP du All-Star Game avec son sourire incroyable. Dans le même temps, il y avait donc la Dream Team pour Barcelone qui était en train de se monter. L'un des moteurs de cette équipe, le mec qui fait que cette équipe elle s'assemble et que ça rigole ensemble, c'est Magic. C'est Magic. C'est lui qui pousse au cul de Michael Jordan, c'est lui qui pousse au cul de Larry Bird. Il fait Larry, viens, si tu viens pas et tout. C'est lui. Parce qu'en termes pareil, parce qu'en plus en termes de tout à fait, parce qu'en plus en termes de capitaine, c'est lui qui fait dès le début, il fait j'en suis. Yes, bien sûr. On y va. Et on est d'accord qu'en termes de capitaine, bah pareil, si on devait faire un classement... c'est pas mal, Magic en capitaine, c'est pas mal du chaud. tout. Tu fais des bonnes teufs en plus. Tout à fait. On a Playboy, on a commencé à dire de plus en plus dans les places 20, je dirais, quand on est rentré dans le top 20 et dans le top 15, on a commencé à de plus en plus aussi mettre en avant les moments légendaires. Les moments légendaires de la carrière de Magic. Donc en simple listing de ce qu'on voit, comme on vient de parler de la finale, Jean bégaye, on vient de parler de la finale NCAA 79, on a la Dream Team, on a le MVP au Star 92. Dans le match 6 des finales de 80, où il est rookie et il fait 42-15. Tout à fait. Vois, genre, un petit peu on a le Junior Skyhawks face aux Celtics. Ouais. On a back-to-back. Je m'occupe de tout. Il y a des moments tellement iconiques de l'histoire de la NBA. En fait, tu peux faire apprécier Magic Johnson à quelqu'un qui ne connaît rien du basket. Et tu peux kiffer et surkiffer Magic Johnson si tu connais le basket dans ses moindres détails. Ah, je suis d'accord. Et donc, c'est ce qui fait que, on en avait parlé, je crois, avec le Shaq, je pense que Magic, rien que par le surnom et par sa carrière, fait partie, avec Shaq et Jordan, des noms les plus connus de l'histoire du basket. Bah, bien sûr, de toute façon, c'est le meilleur surnom. Pour moi, c'est le top du top des surnoms. Et c'est pas contre LeBron que je dis ça, c'est vraiment dans les noms les plus connus. Hein ? Ah oui. Sur le côté, les gens, d'une manière générale, je pense, dans l'histoire de la NBA, on est d'accord. Peut-être que ça changera avec le temps. C'est ça. Mais aujourd'hui, au moment où on parle, Jordan, Shaq, Magic. Tu les mets dans l'ordre que tu veux. Ouais. C'est selon, mais oui, c'est eux les... Et Magic, il a ce côté rockstar. Ouais. Il a ce côté rockstar de la NBA qui, en même temps, tu dis, mais c'est quoi le délire ? Et en même temps, quand il arrive sur le terrain, il se concentre et il déboîte. Il a 5 titres. Il a fait 9 finales. Il en a gagné 5. Il y a du sweep aussi. Du sweep qu'il a subi, tu veux dire ? Ouais. Ouais, demande aux Pistons. Tout à fait. Non, mais tu vois, pour continuer dans les... Tout à fait. Même au début des années, il se fait sweeper par les Sixers. Mais en 89, il fait mal. Hein. Ouais, faux. Mec, il est MVP de la saison régulière. Ouais. Les finales de Sixers Lakers. 83 ? Ouais. C'est un sweep ? Je crois que c'est un 4-0. C'est peut-être bien un sweep. Ouais, t'as raison. C'est peut-être bien un sweep. C'est possible. Il y a du sweep en finale NBA. Parce qu'on a déjà vu ça avec d'autres joueurs. On se dit genre... Oui, on parlait avec Moses Malone où je disais qu'il avait déboîté Kareem Abdul-Jabbar. C'est ça. Donc le bilan, pour ceux que ça fait plaisir à ce moment-là du top 100, est de 5 victoires pour 4 défaites en 9 finales. Mais tu as toujours dû faire face à Magic Johnson, quoi qu'il arrive. Tout le temps. On n'a pas dit aussi, mais pour rentrer un tout petit peu dans les chiffres, mine de rien, même si la carrière est un peu plus courte que quelques monstres qu'on va devoir classer après, quand même, parce que voilà, Magic c'est un peu comme Bird, c'est des carrières à peu près de 13 saisons, quoi. Il a quand même pris le temps de te faire plus de 10 000 passes d'ess. Et donc du coup il a la plus grosse moyenne de tous les temps. Il a plus de 11 passes décisives par match. C'est ça. Et j'allais dire derrière il y a John Stockton, il y a une passe d'écart quasi. Ouais. C'est beaucoup. Tout à fait. Et t'as raison de souligner ça. On est aussi dans des joueurs avec Bird et Magic où laissez les totaux de côté et prenez les moyennes.
Parce que même si sur la fin de carrière, il y a 2-3 saisons qui sont pas top, quand tu prends les moyennes de Magic, tu fais genre, mais what the fuck? Fait, tu regardes les deux et effectivement. Parce que si tu prends les totaux, tu vas te dire, putain. Il est 5ème, il est dans le club des 10 000 passes. Tout à fait, bien sûr, bien sûr. Mais il y en a en scoring qui vont dire, genre, quoi, il est derrière. Ah bah oui, non. Bien sûr. Bah ça, en scoring, Magic, c'est pas. En total, c'est pas ouf. C'est un mec qui tourne à. Je sais pas, moi, ses grosses saisons, ça doit être 22-23 points. Ouais, c'est ça. Avec 13 passes, et puis c'est trop bon. C'est ça. Et on en vient, puisque en total de triple-double, en ce moment, on voit des LeBron, des Jokic, des Westbrook, des compagnies. Dans l'NBA, c'est toujours Magic qui tient. Non, en playoff, c'est toujours Magic qui tient le record de nombre de triple-double. C'est ça. C'est ce que j'allais dire, c'est que quand tu regardes en ce moment les records de passes ou de triple-double, t'as tout le temps Magic qui est pas très très loin du top, et tu dis, genre, bon, pour le dépoussiérer, c'est chaud. Tu parlais tout à l'heure de son prime, et ce qui est intéressant avec la carrière de Magic, c'est qu'il y a vraiment il y a deux faces. Il y a vraiment le début où le patron, c'est vraiment Kareem Abdul-Jabbar, et où Magic, en effet, est quand même le meneur titulaire, et c'est la Rolls-Royce, et il met le rythme, etc. Mais en 82, il est MVP des finales quand même, Magic. Hein. Tout à fait, mais quand Magic dit lui-même que c'est Larry Bird, que c'est Pat Riley qui vient le voir vers 86-87 et qui lui dit tu dois prendre le scoring et le full leadership là maintenant. Ne compte plus sur Karim. Là, maintenant, c'est toi. Karim a 43 ans. Karim a 73 ans, ça suffit. Il n'est qu'à 21 points de moyenne. C'est clair. On va peut-être en parler. Mais on se retrouve là avec un Magic qui a été d'abord très très fort, en effet, mais qui ensuite atteint un prime entre 87 et 91 qui est juste complètement dingue à titre individuel. Complètement dingue. Donc tu ne pouvais, comme dit Michael Cooper, tu ne pouvais plus rien faire en fait. C'est-à-dire que vu qu'il avait la mentalité de scoreur, il allait te scorer sur la gueule, il était clutch, il avait confiance, et en plus, il continuait à faire du caviar dans tous les sens. C'était le full package. Full package, un des joueurs les plus all-around de l'histoire, hein, Magic. Hein. Ça savait tout faire sur un terrain Magic. Hein. Tout, absolument tout. Donc voilà, moi, du coup, je l'ai mis 4ème. Toi aussi. On l'a tous les deux mis devant Bird. On l'a tous les deux mis à la porte du top 3, du podium. Ouais. Il te manquait quoi pour rentrer le Magic dans le podium, du coup, toi? Absolument rien. Je vais être honnête. Il y a un écart entre le top 3 et le 4ème. Pas un écart de dingue, hein, mais il y a un vrai écart. Parce que les mecs qui sont au-dessus... C'est d'accord. Pouah. Je suis assez d'accord. Oh là 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 là. Je suis assez d'accord. Ah franchement, c'est super chaud. J'adore Magic, hein. Mais franchement, là, l'écart avec le top 3... En fait, je pense que pour moi, il y a Bird et Magic et il y a le top 3. Ouais, on est encore après, Bird et Magic, je suis tout à fait prêt à ouvrir la discussion avec ceux qui vont vouloir me mettre Bird en 4. En 4, ouais. Et Magic en 5. Ou les mettre plus loin, mais Bird devant, quoi. Je veux bien voir. Moi, je les classe comme ça. Pour moi, le gros monstre des années 80, pour moi, c'est Magic. Ouais. Voilà. Magic à Paris, Magic... On l'a balayé rapidement parce pourtant on l'a fait avec Bill Russell, on l'a fait avec d'autres gars, etc. Mais ouais, en effet, quand même, merde, lorsqu'on sort des lignes du parquet, le VIH, quoi. Tout le message aussi qui a été transmis par Magic, où, ok, on peut revenir dessus, il y a eu des déclarations qui ont été dégueulasses aussi. Mais à cette époque-là, d'avoir une figure aussi importante et dominante dans le monde du sport aussi qui disait je vais fighter ça, etc. Bien Putain, sûr. Dans le monde entier, derrière, ça a été genre... bien sûr, bien sûr. Ok, en fait, c'est peut-être un truc à prendre vraiment au sérieux. Le fait qu'il aille faire les JO après, c'était fou. Le fait de le valider, vraiment, c'était complètement dingue. C'était fou. Et puis tu demandes à Jordan, il dit ou à d'autres gars, hein. C'est pas juste Jordan, mais à d'autres gars, la passation de pouvoir, elle se fait de Magic à Jordan et de Jordan à d'autres, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est le patron qui prend la suite. Magic, c'est Magic en fait. Ouais. C'est magique. Si vous vous faites chier un jour ou que vous avez besoin de bonne humeur, allez vous faire des highlights de Magic Johnson. Je crois que c'est un des meilleurs médicaments qui existent. Ah, c'est clair. L'autre, il te défonce l'adversaire en faisant des sourires et des passes aveugles. Hein? Et après, grosse montagne de farine avec les pom-pom girls. Je vois pas de quoi tu parles. Tout de suite, les mauvaises langues, là. Oh là là là. Vous en apprendrez plein dans ce bouquin, d'ailleurs. Putain, alors là, je me suis fait... oui, on s'est fait plaisir. Ça, attends. Sopalin, on va effacer, on va devoir mettre la place numéro 3. Pas, moi, tiens. Je vais t'enfiler. Viens bout. Tiens. On met le 3 ? On rentre dans le podium alors. C'est parti. Ça y est. Ce qui me fait chier, c'est qu'il y a des gens qui regardent du coup à quel point on écrit. Donc c'est bon, j'ai terminé d'écrire. Ouais, moi aussi j'ai arrêté, ça y est, j'arrête d'écrire. Merde. Tranquille, voilà, hop, et voilà. T'as mis des emojis, c'est ça ? Non, ouais, j'ai mis quelques emojis, ouais. Ok.
Ah bah alors là... Ok. Quoi, t'es étonné? Un tout petit peu. Mais... Écoute, on verra. Je pense que là, il y a eu des coups de poing sur la... Tu sais, il y a eu des... Mais c'est pas vrai! Fais chier. Bah ouais, Karim Abdul-Jabbar en 3 pour moi, et donc pour Bastien également. J'ai vu que t'allais faire un troll audio. Et pour les gens qui font la vaisselle, Michael Jordan en 3. Faut qu'on le fasse, c'est trop tard, moi j'ai oublié de le Ouais, franchement, J'aurais dû le faire en pu 5. t'appliquer. Ouais. En 5, c'est en 5 là, tu sais, c'est bon truc. Alors, Michael Jordan. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode de la D'un semaine côté dernière. Michael Jordan, l'autre côté Tim Duncan. On a mis Monsieur Karim Abdul-Jabbar en 3. Gars, trop de choses à dire. Déjà pour commencer, bon bah il va y avoir un débat de 1. La deuxième chose, Il y a un débat. la deuxième chose est vraiment. Il n'y a pas de débat, moi. Ok lol. C'est horrible comme intro. Non, la deuxième chose que j'allais dire, Alex, c'est que Oui. soyons honnêtes aussi, et on en a discuté en off avec Léonce, avec la team, et tous les deux évidemment. Il y a eu un moment aussi où on s'est dit, est-ce qu'on ferait pas une vidéo 3-2-1 parce que Karim a sa discussion dans le GOAT. En fait, le podium, donc là on égrène des places. Bah, à un moment donné, il faut que tu classes tes mecs. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis longtemps, je sais très bien les 4 mecs que je voulais mettre dans mon top 4. Pareil. Sur l'ordre exact, j'ai été assez vite d'accord avec moi-même. Moi, c'était très clair. Mais Karim Abdul-Jabbar, là je le mets 3, mais ça se joue à pas grand chose. Comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, il y a un vrai écart pour moi entre Karim Abdul-Jabbar et Magic. Par contre, entre Karim Abdul-Jabbar et les 2 mecs qu'on a devant, c'est-à-dire que les gens qui vont débarquer vont voir, mais vous êtes des oufs, Karim Abdul-Jabbar il est 1. Bah franchement, je peux les regarder droit dans Allez-y. les yeux et leur dire, bah ouais, j'entends le délire. Grave. J'entends le délire. En fait. Grave. Après, moi, il y a des petites choses. Du coup, j'imagine qu'on va se retrouver sur des petites choses qui font qu'on le met en 3. Je commence par les petites choses ou on commence quand même par un peu se faire plaisir et puis parler de Karim Abdul-Jabbar dont personne ne parle jamais quasiment. Non, on va parler de Karim et on va lui rendre hommage. Parce que c'est... Pour moi, tu vois, on parlait de blasphème tout à l'heure en intro. Tu sors Karim Abdul-Jabbar de ton podium, C'est un blasphème. tu sors de chez moi. C'est un blasphème. C'est un blasphème. C'est un podium et le prochain qui va essayer de le chercher sur le podium, allez. Ce podium est bien verrouillé. Oh sa mère. C'est chaud. Karim Abdul-Jabbar, meilleur au moment où... Plus gros, plus prolifique, hein, pas Au meilleur. moment, ouais. Plus Non, prolifique. mais je vais être obligé de dire au moment où on tourne, parce que c'est horrible. Au moment où on tourne, le score le plus prolifique de tous les temps. L'homme qui a l'arme fatale numéro 1 dans l'histoire du Skyhook. basket. Un geste indéfendable que nous avons, je crois, tous les deux classé en 1 dans nos top 10 des gestes offensifs indéfendables. Mais bien sûr, le cauchemar ultime de tous les défenseurs. C'est-à-dire qu'au basket, il y a eu un geste, et ce geste était indéfendable. Tout ce que tu pouvais faire, c'était prier pour que ça ne rentre pas. Cet homme l'a perfectionné. Il n'y a personne qui arrive vraiment à le reproduire. C'est le skyhook. C'est ouf. C'est comme si tu arrivais dans d'autres disciplines et tu disais, Ah non, mais- ce truc-là, c'est le truc le plus indéfendable. Le mec qui arrive, et on peut rien faire. Une longévité exceptionnelle. Et alors, le niveau de la première à la dernière saison? Exactement, je veux dire, c'est une longévité à un bon niveau. De toute façon, quand tu es MVP des finales à 14 ans d'écart, c'est que ta longévité, déjà, elle est sérieuse. 71, en 1971, Karim Abdul-Jabbar est MVP des finales avec les Bucks. Il est sophomore. En 85, il est MVP des finales avec les Lakers. Il est plus trop sophomore. Hein, il est vétéran. Il a 35. 35, hein, c'est ça, hein, ouais, c'est ça, hein, 35 ans. Cette longévité fait que du coup Karim Abdul-Jabbar il est omniprésent dans de multiples classements. Là t'as cité c'est 38 387 je crois, c'est Ouais, un truc comme ça. 387 points. 38, 38, 7. C'est ça, hein. Ouais. 38 387 points, c'est très sérieux. Ça représente une moyenne de 24,6 points par match pendant 20 saisons. Pardon. Voilà. T'as été plus de fois All-Star, enfin je veux dire, t'as été combien de fois Ah bah All-Star 20 saisons, 19 fois All-Star. Il a Pardon. merdé une fois, il y a une année, il a merdé. Il est Attends. 6 fois MVP de saison régulière. Attends. Il est 6 fois MVP de saison régulière.
Il a 6 titres. Juste, attends, oui, juste à chaque fois que tu fais ça. Non, c'est juste. Il a 6 titres de MVP de saison régulière. Oui. Il y en a que un qui en a autant. Qui ça? Non, il y a personne. Il y a personne? C'est le numéro 1 all-time. Bah, qui? Ah non, je suis d'accord. Ah non, mais je suis J'ai d'accord. raté quelqu'un? Non, c'est ça. Parce que Bill Russell en a 5. Jordan en a 5? Bah ouais. C'est ça. Non. Si, je vais vérifier. Jordan, il en a pas 6. Non, mais... Attends, je me trompe. Non, vas-y, je t'en prie, continue. Mais c'était juste pour le côté, en fait, Tu me il y a fais personne douter qui le là-dessus. fait autant. C'est un Non, truc t'inquiète. important quand même. Pour moi, c'est le mec qui a le plus de MVP de saison régulière de l'histoire, hein, Karim Ah Abdul-Jabbar. oui, je pense que c'est ça. Parce que Jordan, il a 88, il a 91, il a 92, il a pas 93, Non, il a c'est pas ça. 97, donc Non, Jordan, non. il en a 5 dans les 4 dans les 90 et un... Non, Jordan, il en a que 5. Personne n'a autant de MVP de saison régulière que Karim Abdul-Jabbar. Il en a 6. Il a 6 titres. On va revenir sur ces titres Oui, et c'est sur ça. ses MVP. Là, je fais juste le calendrier de son palmarès. Il est 2 fois MVP des finales, entre guillemets, seulement, sur ses 6 titres. On va en parler aussi de ça. Sur ses 20 saisons, il a été donc 19 fois All-Star. Il est aussi 15 fois All-NBA Team. C'est un petit peu sérieux. Il a été 4 fois meilleur contreur. Il a été, c'est marrant, j'ai pas la stat sous les yeux, mais de mémoire, je crois que c'est 2 fois meilleur scoreur d'une saison. Les saisons 2 et 3, 31,7 points et 34,8 points. Voilà, j'y viens. C'est des saisons où il est MVP en plus. Donc j'y viens gentiment parce que j'ai les lignes de stats là à côté, elles sont un petit peu sales. Il a été aussi une fois meilleur rebondeur. Toujours par rapport à sa longévité, parce qu'on parle que des points. Avec 17 rebonds de moyenne. Mais Karim Abdul-Jabbar, c'est 17 740 rebonds. Il n'y a que Bill Russell et Will Chamberlain qui ont pris plus de rebonds que Karim Abdul-Jabbar dans l'histoire de la NBA. Ensuite, c'est 3189 contre. Il est 3e all-time, derrière Hakeem Olajuwon et Dikembe Mutombo. Sauf que Karim Abdul-Jabbar, ses 3 ou 4 premières saisons, on comptait pas les contres. Et c'est plutôt des saisons où il était plutôt à 3-4 comptes par match qu'à 1. C'est ça. Donc si tu lui rajoutes, allez, on va être gentil, 3 comptes par match x 70, ça fait 210. Pendant 4 saisons, ça fait 800 600. contre. Ouais. C'est peut-être le plus gros contreur de tous les temps. Enfin, C'est ça. Probablement, statistiquement parlant. Donc, Tu en avais d'autres sur les stats? en fait, sa longévité, elle se traduit dans les chiffres. C'est pas juste il était là et il a tenu longtemps, c'est il était là et il pesait de ouf. Puisque dès que tu Même arrives, vieux. bien sûr, puisque dès que tu arrives, Milwaukee, bah c'est sympa, mais c'est un peu la zone. Et dès ta deuxième saison, t'es titré en fait. Ah bah le Lou Alcindor, là, le Karim Abdul-Jabbar jeune. Et j'ai même pas envie de, et tout à fait, et j'ai même pas envie de parler que de NBA puisqu'on vient de le faire pour Magic Johnson. NCAA. Tu peux tout de suite rentrer dans le débat et dire qui est le meilleur joueur universitaire de tous les temps. Si vous me dites Lou Alcindor, je n'ai aucun problème. Ah oui, Parce oui. qu'à UCLA, avec John Wooden, tu étais intouchable. Preuve étant, quand tu t'es fait battre par Elvin Hayes sur le match of the Century, à Houston, je crois, c'était vraiment David contre Goliath. Il fallait faire chuter Lou Alcindor. La NCAA a imposé l'interdiction de dunker parce que Lou Alcindor était là. Bordel de merde. Tu n'as pas le droit de dunker. Alex, Non, c'est de la triche. Tu arrêtes, s'il te plaît. vous arrêtez les lay-ups. Vous shootez qu'à 12 mètres maintenant. Il n'y avait pas le droit de dunker pendant genre de 67 à 73 ou 16, un truc comme ça. Tu ne pouvais pas dunker. Alors il y avait plein de gens qui disaient oui, mais c'est parce que ça dénature le jeu. Non, en fait, c'est juste que Lou Alcindor dominait tellement qu'au niveau lycée et universitaire, voilà, il y a des gens qui peuvent avoir un débat NCAA et dire t'es le numéro all-time, et tu peux avoir un débat NBA et dire Karim Abdul-Jabbar est numéro all-time. C'est ce qui fait que vous pouvez le mettre, quoi qu'il arrive, numéro all-time, parce que, excusez-moi, mais ni les deux gars de devant, ni le mec de derrière peuvent rentrer dans cette discussion-là, de NCAA plus NBA. Non. Tu peux pas. Ils peuvent pas. Et puis, en plus, quand il arrive en NBA, le petit Lou Alcindor au début, le pilou le face rookie, il picote un peu le rookie. Le Ça. rookie, il est à 29 points, 15 rebonds. Ah, le pilou face. Ouais. Moi, c'est pour ça que je l'ai mis 3. Ah, Ah bah moi, ça, c'est le pilou face qui coûte cher. Hein. Ça, Allez. c'est le pilou face qui te coûte une place de goth. Raconte-le aux jeunes. Raconte aux Voilà, jeunes. ils la connaissent, on l'a fait 20 fois. Allez, vas-y. Voilà, il s'est trompé, Karim Abdul-Jabbar, il s'est trompé de franchise. Bon, qu'est-ce que tu veux, ça arrive à des gens. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé, Alex? À l'époque, il n'y avait pas de loterie du tout. Et donc, les deux moins bonnes équipes de la saison régulière, à l'époque, c'était donc les Bucks de Milwaukee et les Suns de Phoenix.
comme il n'y avait pas de loterie, on prenait les 2 moins bons bilans de la régulière et on jetait une petite pièce en l'air. Et puis, West, c'est ça. ils étaient au téléphone, les managers, et puis Phoenix, ils ont pris, je sais plus, Face, je crois, et c'est tombé sur pile, ou c'est peut-être l'inverse. Parce que Neil Walk, Karim Abdul-Jabbar. Et c'est comme ça que Karim Abdul-Jabbar est allé à Milwaukee. Malheureusement pour lui, s'il était allé à Phoenix, ça aurait été une toute autre carrière, il serait certainement le GOAT aujourd'hui. Voilà. Réécrivez l'histoire avec Alexandre Martin tous les lundis, si vous voulez. Bah, c'est de la blague, hein, bien sûr. Enfin, séquencé si vous voulez, on rigole. Bien sûr. Par contre, Rookie, ouais. C'est-à-dire qu'il dominait en NCAA, tu vois, mais des mecs qui dominaient de ouf en NCAA puis qui sont arrivés en NBA, on a fait ok, bon, c'est plus compliqué. Lui, non. Hein. Lui, il est arrivé en NBA, il a tout cassé dans les raquettes de partout, je te dis, 29 points, 15 rebonds par match, 4 passes d'aise. Déjà, c'était un bon passeur, Karim Abdul-Jabbar. Bien sûr. Qui n'a failli jamais jouer sous-estimé. Qui a failli ne jamais jouer en NBA puisqu'il voulait jouer en ABA aussi. C'est vrai. Et puis dès sa 2e saison, hein, sa saison de sophomore, bon bah il est MVP, hein, voilà, ça comme ça c'est bien, ça c'est fait. 31,7 points et 16 rebonds de moyenne. Voilà, il est MVP, puis il va être MVP des finales, donc la même saison, hein, donc il fait partie de ces gens qui se sont fait un petit doublé, ma foi, fort sympathique. La saison d'après, la 72, il met 35 points par match, puis il y a toujours les 16 rebonds, donc il est encore MVP. Mm-hmm. Après... Vraiment, sur la période Milwaukee, il est trop dominant, le jeune Karim Abdul-Jabbar. Ouais, il est monstrueux. Il fait de Milwaukee une place forte, qui gagne à plusieurs reprises 55, 60, voire je crois que l'année du titre, je crois que c'est 66 victoires qu'ils ont. Enfin, tu vois, c'est très très gros. Bien sûr. De toute façon, c'est simple. Quand il y a Oscar qui débarque et qu'il joue avec Karim Abdul-Jabbar, avant ce qu'on a pu connaître, donc les Bulls à 73, à 72 victoires, ou les Warriors, etc., au moment de l'année du titre des Bucks, on a dit c'est la meilleure équipe de tous les temps. Parce qu'ils avaient un bilan de saison régulière qui était complètement stratosphérique. Et qu'ils ont tout cassé. Le run des playoffs des Bucks de 71. 71, je crois. J'en perds 2, je crois. Tu vérifieras, j'en perds 2. Ouais, un truc comme ça. Bon, après, il y a moins d'équipes qu'aujourd'hui. C'est ça. C'était différent aussi. Ça joue un peu contre Abdul-Jabbar. C'est qu'il est beaucoup moins médiatisé que d'autres joueurs. Il a joué la grosse majeure partie de sa carrière. Enfin, en fait, non. Il n'a pas joué la majeure partie de sa carrière, vu qu'il a joué 20 ans. Il a fait les années 70 et les années 80. Mais la partie la plus dominante de sa carrière, c'est quand même la partie années 70 quand même. T'es à Milwaukee dans l'air la moins médiatisée de la NBA. Milwaukee. Et après, quand il arrive aux Lakers, en 75... 14. Je crois que sa première saison aux Lakers, c'est 75-76. Il est MVP, mais là, c'est un peu chelou. Il est MVP dans une équipe qui va pas en play-off, je crois, qui gagne que 40 victoires, je crois. Ils vont pas. Ça, c'est un peu chum. Enfin, je veux dire, il a 6 titres de MVP. Personne n'a jamais réussi à faire ça. Ok, mais il en a quand même un dans une équipe au bilan négatif, quoi. Truc qui arrive jamais normalement. Enfin, bien sûr. Genre aujourd'hui, quand un joueur, tout aussi fort soit-il, et fait des stats de malade, si son équipe elle a pas au moins un bilan positif, mais genre tu regardes même pas sa candidature pour le MVP. Ouais, on est d'accord. Tout à fait, c'est ce qui fait que Karim notamment va avoir du mal à rentrer dans le cœur des gens et dans celui des légendes. C'est en fin de carrière que vraiment les gens vont réaliser, parce que dans ces années 70, tu as à la fois la sous-médiatisation du basket et de la NBA, il y a de la concurrence avec la ABA, on ne sait pas comment ça se passe, le jeu, les spectateurs sont là, genre c'est du streetball ou du basketball, on ne sait plus. C'est un joueur aussi qui n'est pas giga spectaculaire à l'œil du public. C'est vrai. Et donc, ce côté métronome de Karim Abdul-Jabbar est efficace pour des aficionados de basket comme nous, mais on vient de parler de Magic Johnson, c'est quand même les antithèses. C'est-à-dire qu'avec Karim Abdul-Jabbar, en termes de showtime et en termes de juste c'est élégant. L'alliage des deux était pas mal, par contre. C'est ça, tout à fait. Mais Abdul-Jabbar, comme il le dit lui-même, il y a un excellent documentaire sur YouTube disponible sur lui, je sais plus, vous irez voir de HBO, où notamment il parle du fait que lui voyait les journalistes et les médias comme une nuisance, et donc essayait de rester à l'écart de ces gars-là, et voulait vraiment les maintenir le plus loin possible de sa carrière. C'est très difficile aussi d'être apprécié du grand public et d'être apprécié globalement. C'est vrai. Quand tu as des relations qui sont difficiles avec les médias et que tu es le premier à vouloir personnifier, dans une ère des États-Unis aussi qui est compliquée, tous les mouvements notamment qui sont... combat social. Tout à fait, combat social. Et tous les mouvements, Black Power, il a fait le boycott des Jeux Olympiques de 68, alors qu'il est super jeune. Très très tôt, il a eu une conscience politique qui fait qu'on peut d'ailleurs mettre Karim Abdul-Jabbar, dont on n'en parle pas assez, à la table des Bill Russell ou des LeBron ou d'autres, qui ont été des monstres
de prise de position sociale et raciale. Bien sûr, on peut, tout à fait. Et ça fait partie du personnage. Karim Abdul-Jabbar, il a fait sa carrière comme ça. Ça n'empêche pas que quand il arrive aux Lakers, c'est à la Lakers style, on récupère le joueur fort du moment. Au revoir Wilt, bonjour Karim. Voilà. Il est MVP tout de suite, donc comme j'ai dit, dans une équipe qui va pas en playoff. La saison d'après, c'est tout de suite beaucoup mieux. Hein. Il est re-MVP, mais là, il y a quand même beaucoup plus de wins. Après, il est MVP de la fameuse saison 79-80, où certains disent qu'il aurait dû aussi être MVP des finales avec le titre. Il est déjà MVP de la régulière, le Karim. Hein. Puis là, il y a un paquet de wins. Hein. Mais tu vois, un des trucs, moi, qui m'a empêché de mettre Karim Abdul-Jabbar plus haut que la place 3, là, c'est qu'il a 6 titres. Il en a 5 avec Magic Johnson à la main. Non, non. Si. Il en a 5 avec Magic Johnson à la main. C'est ça que je dis des bêtises, moi. 80, 82. Non, c'est ça. 85, 87. Non, 82, 5, 7, 8, c'est avec Magic. C'est ça, ouais. Quand même. C'est-à-dire que t'as un peu des candidats au GOAT qui ont joué ensemble, quoi. Bien sûr. Et ça, je trouve, tu vois, on en parlait tout à l'heure sur Magic, je trouve que ça joue un peu contre deux. C'est-à-dire que dans Il s'annule. Ce classement, il y a un petit côté, Jordan, LeBron, Bird, machin, ils n'ont pas eu ça. Je suis d'accord. Ils n'ont pas eu ça, ils n'ont pas joué entre GOAT, entre guillemets. Je suis d'accord. Donc, tu vois, il y a un autre élément. Enfin, geste indéfendable. Pour moi, c'est le joueur le plus dominant au poste bas en attaque que la NBA ait connu. Oui. À cause de ce geste indéfendable, à cause aussi de sa mobilité, sa vision de jeu. Enfin, attention, on parle que de Skyhook, mais l'autre, non. il ne scorait pas tout en Skyhook. Hein. Il savait faire beaucoup de choses, beaucoup plus mobile que ce qu'on veut bien croire. Tout à fait. En Showtime, ça suivait les contre-attaques et tout. Hein. Bien sûr, early Karim, il y a des jump shots. Hein. Enfin, je veux dire, il prenait des jump shots en tête de raquette et tout, c'était chaud. On vient de le faire pour Magic Johnson, on le fait aussi avec Karim, le meilleur pivot de tous les temps. Et il y a aussi, malgré la concurrence, une petite distance entre le premier et le 2, 3, 4, 5. Ouais. Quand même. Oui. Moi, tu vois, 2, 3, 4, 5, je peux discuter de l'ordre. Par contre, je discute pas du 1. On dans met le classement tout de des pivots. C'est ça, dans le classement des pivots, on met Karim et après on fait alors qui on met ensuite. Qui on met derrière. C'est ça. Je suis d'accord avec les arguments que tu disais sur le fait que ça s'annule avec Magic. Moi aussi, ça s'annule, c'est pas le terme. Non, mais tu vois, c'est pas le terme, mais c'est. Mais disons que ça empêche de les glorifier. Ça les a avantagés pour aller glaner de la bague, évidemment. Par contre, moi je trouve que dans ce genre de classement, c'est le désavantage un petit peu. Tout à fait. Autre argument, moi, tu vois, qui a joué aussi et qui m'empêche de le mettre plus haut, en tout cas sûr et certain pas en 1, et après difficile de le mettre en 2, c'est que je n'arrive pas, c'est très personnel, donc vous pouvez ne pas être d'accord, mais je n'arrive pas à mettre un pivot meilleur joueur de basket de tous les temps. Pourquoi Parce que j'ai besoin, dans la façon notamment dont je vois le basket, c'est très personnel, s'il est par exemple une question de fin de match, s'il est une question de skills, j'ai besoin d'avoir plutôt un joueur extérieur. C'est ce que j'ai pu voir avec du LeBron et du Jordan, par exemple. Je n'arrive pas à mettre forcément un Karim en numéro 1. Après, il est très dominant. Mais dans le package complet, on commence à être dans des critères quand même, on est au bout du bout, tu vois. Oui, on commence à savoir quel cas. Il va pas mener l'action, quoi. On commence à être sur ce genre de critères où en fait t'es là, genre s'il te reste 3 secondes et que t'as la remise en jeu dans ta ligne de fond, on est sur ce genre de tout petits critères, tu vois. Mais par exemple, il faut faire une passe de touchdown quand même pour Karim Abdul-Jabbar qui va essayer de mettre un hook. Je n'arrive pas à mettre forcément un pivot numéro 1. Vu ce que j'ai eu comme élément de comparaison. Ça veut pas dire que s'il y a un mec qui défonce tout, je pourrais pas le mettre 1. Attention, c'est juste qu'avec les mecs que j'ai devant, je peux pas le mettre numéro 1. Ok, je comprends. C'est pas forcément le truc qui va me plus me. Que je comprends. Qui va le plus me marquer. Pas forcément pensé, mais. Mais il y en a pas mal que j'avais vu qui discutaient de ça, du fait que un pivot, évidemment, c'est très très bien, mais qu'un joueur extérieur, il y a tellement ce côté all-around, tu vois. Je veux dire, d'accord, on est d'accord qu'il est all-around, Karim Abdul-Jabbar. Ah, mais moins que d'autres. Mais on n'est pas dans la discussion des mecs de derrière et des deux de devant. Moi, je suis d'accord. Ça, là-dessus, je suis d'accord. Donc, sur l'intrinsèque, il est pas pareil. En termes de polyvalence. Exactement. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit? Bon, bien évidemment, tout ça, ces gens-là sont des Hall of Famers, c'est du 50 Greatest et tout, mais lol, on ne dit plus. Enfin, je veux dire, c'est induit. Hein. Voilà. Tout ça. Voilà. Moi, personnellement, là, je relis un petit peu toutes les notes que j'avais mises. Moi, c'est vraiment ce qui m'a fait peser, au-delà de ce que tu viens de dire. Effectivement, c'est vrai que ça aurait pu l'aider d'ailleurs dans cette période-là. C'est que dans la période
Lakers pré-Magic. Donc c'est pas oufissime ce qu'il y a autour de lui. Il y a du Guy Goodrich un peu vieux, il y a du Lucius Allen, il y a, je crois qu'il y a Kermit Washington aussi. Jamal Wilkes, peut-être il doit voilà, être ce genre de gars. Tu sens que Jabbar peut faire ses stats, va prendre des rebonds, va mettre des points et tout, mais tu sens que dans cette période compliquée, où il est plus dans une période aussi forte de domination qu'il l'était à Milwaukee. Hein, il est pas du tout sur le déclin, mais il y a plusieurs phases dans la carrière d'Abdul-Jabbar. Bah ça gagne pas. Ça va même pas en playoff l'année où il est élu MVP. Puis après, avant Magic, je sais même pas si ça doit faire peut-être une finale de conf une fois les Lakers, tu vois, juste avant Magic avec Jabbar. Bien sûr. Et en fait, ça joue moi par contre Jabbar, c'est-à-dire que. Mais son leadership a été hyper critiqué. Hein. Oui. Par ses coéquipiers. Bah, pas par que les médias. Hein. Non. Ses coéquipiers ont dit, tu écoutes Jamal Wilkes, pour aller totalement dans ton sens, où ils disent, en fait, quand il fallait pousser une gueulante, ou même ne serait-ce que discuter et créer un peu d'alchimie d'équipe, bah en fait, Abdul-Jabbar, il fait son sac, il repart chez lui, il lit un bouquin, et puis on se retrouve demain à l'entraînement. Tout aussi monstrueux soit-il en termes de basket, en termes de gestes, en termes de tout ce qu'il a représenté en dehors des terrains, en termes de chiffres. En termes de chiffres, Karim Abdul-Jabbar, c'est... Ok, je sais, il y en a qui veulent pas trop entendre parler de chiffres, mais à un moment donné, le basket, quoi... Et puis surtout, c'est rarement... Il n'y a pas de coïncidence, quoi. Quand tu as les chiffres de Karim Abdul-Jabbar, ça veut dire que tu as eu une longévité hallucinante, donc une hygiène de vie et une discipline supérieure, très supérieure à la moyenne, et en plus, beaucoup de talent. Là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est un gagneur. Mais il y a eu un vrai creux dans sa carrière. Et je suis pas sûr que si les Lakers prennent pas Magic Johnson à la draft, je suis pas sûr que Karim Abdul-Jabbar soit sur le podium de tous les temps. Non, je suis d'accord. Ça fait partie de cette discussion. Hein, tout à fait. Il fait partie de ces joueurs... Il pourrait être 5, 6e. Dans la lignée de ce que tu dis, de qu'il a pas la balle en main et tout, qui dépendent un peu plus de leur environnement que d'autres. Peut-être, oui, tout à fait. Après, dépendent, je veux dire. Tout à fait. Après, il n'empêche que quand tu le vois à tous les niveaux gagner et que tu vois le... Non, mais c'est un tueur. Et tout à fait. Et même la légende que ça représente. S'il y a bien un des trucs, tu vois, où je peux vraiment remercier notamment à la fois le projet et Trash Talk, c'est qu'il était venu à Paris il y a quelques années et on avait eu l'occasion, de pouvoir discuter avec lui. C'est un des mecs les plus gentils, inclusifs et sages. Il y a un côté vénérable sage, quoi. C'est un mec, en fait, il va être là, genre... Enfin, en fait, je lui ai même pas parlé, j'arrivais pas à parler, en fait. Là, il sort pas parce que le mec, il est juste trop légendaire. Parce qu'il t'entendait pas, parce qu'il fait 2m18. Ah, tout à fait. Mais après, c'est aussi parce que... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un côté légendaire. C'est qu'un mec comme ça, quand tu le vois, tu te dis... Wow, c'est vraiment une légende vivante du basket et on était plusieurs médias à se dire genre, en fait, lui, il a vraiment créé l'arme fatale du basket. Et ça, c'est ouf, tu peux pas dire ça dans toutes les disciplines, quoi. Il a créé l'arme fatale une fois qu'il a la balle en main. Ouais. Ce qui est chaud, c'est pas mal au basket, hein, putain. Oui, mais donc, comme tu l'as dit, il faut qu'il ait la balle qui arrive à lui. Et donc, ça lui a permis de énormément gagner. Énormément gagner, hein, je veux dire, voilà, quoi. Je pense... Vas-y. Non, j'allais ajouter puisqu'on venait d'en parler avec... on en a parlé avec Duncan, on en a parlé avec Moses. À la fois le côté média, je pense l'impact, comme tu l'as dit, et le côté pas sexy. Je crois vraiment que là, la question nous a été posée tout à l'heure avec Duncan. Je pense que 70 aussi. Ouais, c'est quand même moins médiatisé. Bien sûr. Mais je pense que Karim Abdul-Jabbar aussi n'a pas eu le jeu sexy qui lui permette de rentrer dans les cœurs des gens. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui mettent Karim Abdul-Jabbar très haut dans leur classement grâce aux chiffres que par le jeu en lui-même. Déjà, on l'a moins vu jouer. Hein. Non, mais ok. On a, je pense, pas trop mal expliqué une position qui, du coup, est commune. Magic en 4, Karim Abdul-Jabbar en 3. On est sur le podium du top 100 all-time. Va falloir finir le classement. Dites-nous s'il y en a qui sont pas contents là, de cet épisode du jour et qui disent que non, mais Karim Abdul-Jabbar, c'est impossible de le sortir par exemple des 2 premières places. Eh ben franchement, tout à fait, répondez à cette question-là. Et ceux qui pensent que Magic est le GOAT. C'est ça. Et dans les commentaires que j'ai pu voir déjà avant l'émission ou dans la précédente, il y a pas mal de gens qui ont du mal à mettre Abdul-Jabbar derrière LeBron.
Il y en a qui mettent vraiment LeBron en attendant la fin de voir Abdul-Jabbar. Toutes les positions, sur les 3 là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais on va se réserver les places 2 et 1. Tout ce que vous voulez. Ah bah vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire même de la carbonate flamande. On va voir. On va montrer le gros tableau. Léonce, voici le tableau donc d'Alex qui tu nous as mis en place 4 et 3 du Top 100 All-Time aujourd'hui. Place 4, Magic Johnson. Place 3, Monsieur Karim Abdul-Jabbar. Magnifique, et voici donc mon tableau avec les places 4 et 3. Et bien c'est exactement la même, vous pouvez aussi les appeler Irvin Magic Johnson et Lew Alcindor aka Karim Abdul-Jabbar. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là? C'est la fin du Top 100 All-Time. Ouais. On reviendra, si vous êtes sage, avec les épisodes 2 et 1, des places 2 et 1. Préparez-vous. Il y a un débat ou pas alors? Il y a toujours un débat ou pas? Il y a toujours un débat, d'accord. Il y a toujours un débat. Ce sont les goûts et les couleurs, il y a toujours un débat. Est-ce qu'il y aura des blasphèmes selon toi? Ouais. Alors là, vu le contexte dans lequel on parle en ce moment, j'avoue, il va y avoir du blasphème dans tous les sens. C'est absolument magnifique. J'avoue. On vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve lundi prochain pour les places 2 et 1 du Top 100 All-Time. Voilà. Lundi prochain, vous aurez l'honneur de savoir sur cette chaîne qui est vraiment le GOAT. Exactement. On vous fait plein de bisous et à très vite sur la chaîne du Sud de Trash TV. Ciao. Ciao, ciao.